chers téléspectateurs, quel bonheur pour moi de vous retrouver pour ce 4e numéro de votre talk show. Alors aujourd'hui, nous parlerons de cette discipline féminine sportive, mais aussi de ce fléau qui gangrène la société guinéenne et fait de plus en plus de victimes. Bien sûr, tout cela sera agrémenté par vos chroniques favorites. Mon nom est Harry Sidibé et le Harry Show commence maintenant. Alors bougez pas. Le basketball et plus précisément le basketball féminin en Guinée ainsi que l'attention et la place qui lui est conférée soulèvent des questionnements et des inquiétudes sur son avenir. Avant d'aborder le vif du sujet, je vous suggère de suivre cette vidéo de présentation de l'équipe nationale de basketball féminin de Guinée. À tout à l'heure. Le basketball féminin est, comme son nom l'indique, la pratique féminine du basketball. Bien qu'aujourd'hui très prisée dans le monde, sa reconnaissance médiatique cependant a été tardive. Son organe de régulation est la FIBA, la Fédération internationale de basketball. En Afrique, le basketball féminin est régulé par la FIBA Afrique qui organise à chaque 2 ans le championnat d'Afrique opposant les sélections nationales des différentes nations africaines. Outre l'attribution du titre des champions d'Afrique, le vainqueur de cette compétition participe soit aux Jeux Olympiques, soit aux championnats du monde. En Guinée, le basket féminin a connu son moment de gloire lorsqu'en 1966, lors du premier championnat d'Afrique, les Guinéennes arrivent à la 2e place. Ce temps et le temps présent, il y a une grande différence. D'après l'histoire, que vraiment c'était des vrais amateurs. C'est des femmes qui ont accepté de mouiller le maillot, de travailler dur. Aujourd'hui, cette génération a fait place aux plus jeunes qui représentent la Guinée dans des différentes compétitions auxquelles elle est conviée. L'équipe a un effectif de 12 joueuses, une équipe constituée donc de locales et de Guinéens de la diaspora, une équipe dotée de joueuses talentueuses et passionnées par la discipline. Cependant, dans les compétitions hors du pays, notre jeune équipe peine à se frayer une place. Elle n'a jamais remporté des championnats d'Afrique et ne s'est jamais qualifiée pour un tournoi olympique ou un championnat du monde. Elle a récemment participé à l'Afro-Basket Dames 2017, une compétition qui s'est tenue à Bamako. Mais à l'image des autres fois, l'équipe enchaîne des échecs et après 5 défaites consécutives, elle est éliminée de la course pour le second tour. On a participé à cet Afro-Basket, on s'est pas mal battu. La cause de notre défaite, ce n'était pas de notre faute. Il y avait un manque de préparation. On a quitté seulement ici à 3 jours de préparation. Et c'est un truc qui n'est pas du tout évident pour aller jouer une Coupe d'Afrique senior. L'équipe qui a participé, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise équipe. Et quiconque me dira que cette équipe elle est mauvaise, je m'inscrirai faux. C'est une grande équipe, mais seulement son problème, elle n'a pas eu suffisamment de temps de se préparer. Et ça a beaucoup joué, parce qu'il faut se dire la vérité, moi en tant que technicien, on n'a pas eu suffisamment de temps de travailler sur les facteurs qui peuvent amener une équipe vers le sommet. Et quand je parle des facteurs, je vais parler le facteur psychique, je vais parler le facteur de la condition physique, je vais parler le facteur de la technique, je vais parler le facteur de la tactique, je vais parler les jeux libres, c'est-à-dire la phase des matchs amicaux. Vous avez vu, quand on parle de la condition physique générale, il y a des éléments qui constituent cette condition physique générale. Là, on veut parler quelque part de la force. Vous avez vu, on veut parler de la vitesse, on veut parler de l'endurance, on veut parler de la coordination, on veut parler de la souplesse. Une équipe qui n'a pas eu la chance de travailler sur tous ces éléments qui constituent la condition physique, ça va être très difficile pour elle vraiment de s'exprimer. Nous avons rencontré des sérieuses joueuses, parce que quand je dis sérieuses, c'est des joueuses qui ne blaguent pas du tout dans la compétition. Et quand elles sont sur le terrain, vraiment, tu sens qu'elles sont venues vraiment rendre quelque chose. Là, pour aboutir à de telles genres de compétition, il faudrait se préparer pendant 2 mois, 3 mois, faire beaucoup de matchs amicaux contre certains pays différents.
Donc c'est tout ce qu'on nous demande, une très bonne préparation. C'est tout, c'est pas sorcier en fait. Je le dis, avec un bon temps de préparation, accompagné des moyens financiers, nous pourrons vraiment faire grandes choses. Comment une équipe de joueuses ayant un potentiel important et une soif de vaincre évidente peut-elle s'incliner et à chacune de ces rencontres africaines? Quels sont les maux qui gangrènent le basketball féminin en Guinée et que faire pour y remédier? Telle est la problématique sur laquelle force est de se pencher sérieusement. Alors, des questions, une problématique à laquelle nous tenterons de trouver des réponses avec bien sûr Oumar Sampil, manager général de cette équipe, qui est ancien basketteur ayant évolué en France, mais aussi président de l'association guinéenne de basketball. Oumar Sampil sur ce plateau. Bonjour Oumar. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Harry Show. Merci. Alors Oumar, vous êtes manager général de cette équipe. Dites-nous quel rôle précisément vous jouez non seulement au sein de la fédération, mais aussi au sein de cette équipe de basketball féminin. Oui, en fait, mon rôle à la fédération, parce que je suis aussi secrétaire général, donc c'est plutôt un rôle de directeur général, à la fois administratif. Je m'occupe un peu du secrétariat, des convocations, du championnat. Je supervise un peu tous les différents secteurs d'activité de la fédération. Et de l'autre, j'ai un rôle vraiment technique en tant que manager général, où mon rôle est de sélectionner les joueuses, d'être en relation avec les clubs et de sélectionner les entraîneurs pour avoir une équipe compétitive dans les compétitions internationales. D'accord. Alors, comme on a pu le voir dans la vidéo de présentation, on pourrait stipuler des points positifs dans l'évolution du basketball féminin en Guinée, notamment la participation de plus en plus de cette équipe lors des compétitions africaines. Mais force est de constater quand même que les résultats, le bilan est quand même négatif, surtout lorsqu'on connaît le talent individuel de ces joueuses, mais aussi leur volonté de se battre et de représenter les tricolores du pays. Alors ça nous pousse à nous poser la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas avec cette équipe, ou globalement quels sont les problèmes peut-être à l'interne qui font que à l'externe on fait face à ces échecs à chaque compétition. Oui, on va plutôt dire ce qui ne marche pas encore. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du basket féminin, on est beaucoup plus vu sur la scène internationale et c'est très important pour nous. Parce que pour exister aujourd'hui dans le sport business, il faut être vu. Et si on ne participe pas aux compétitions internationales, ben le basket meurt, notamment en République de Guinée. Aujourd'hui, on est confronté à pas mal de soucis, d'abord qui sont logistiques et aussi, je dirais, qui sont humains. D'abord, prioritairement humains. Parce que pour avoir des joueuses de basketball en Guinée, ce n'est pas facile. Par rapport à la culture et le fait que les femmes ont une image, on a une image différente de la femme, c'est plus difficile de les avoir dans les disciplines sportives parce qu'à un moment donné, elles arrêtent. Elles commencent jeunes, mais elles arrêtent. Donc on a du mal à pour l'instant avoir des joueuses. Pourtant, on a beaucoup de potentiel. En République de Guinée, vous avez des régions comme à Dinguira et à Kankan, vous avez des grandes filles qui sont élancées, le même profil qu'on peut avoir au Mali et au Sénégal. Donc on a vraiment un potentiel physique intéressant, mais on a quand même du mal aujourd'hui à les mobiliser pour la pratique du basketball sur le long terme. Donc c'est vraiment un souci pour nous par rapport au développement du basketball. Aujourd'hui, on a 4 équipes féminines dans le championnat. Donc on essaie de plus en plus de développer le championnat des jeunes filles et le championnat scolaire. Donc c'est très, très difficile pour nous. Après, je peux dire qu'encore, ce qui ne marche pas, c'est qu'on n'est pas réellement accompagné, que ce soit par l'État ou que ce soit par les partenaires privés. Parce qu'aujourd'hui, une fédération fonctionne avec l'aide de l'État, mais aussi des organismes privés. Et c'est vrai qu'on a du mal à se faire accompagner pour l'instant. Et ça nous gêne beaucoup dans l'organisation et la gestion des compétitions internationales. Donc, pour réunir les joueuses, c'est très compliqué parce qu'il faut pouvoir avoir les moyens et les ressources financières pour les mettre à l'internat, leur permettre de jouer ensemble, c'est très compliqué. Aussi, pour faire venir des joueuses expatriées, parce que je tiens quand même à le préciser qu'on a un gros potentiel de joueuses binationaux. Donc, les faire venir en République de Guinée, c'est pas évident et on a toujours ce problème entre locaux et expatriés.
qu'on tend quand même qui est minimisé quand même chez nous, qui n'est pas très fort, mais c'est quand même cette capacité d'adaptation que les joueuses peuvent avoir des expatriés ou des locaux qui, aujourd'hui, nous posent quand même quelques soucis dans la participation des compétitions. Près des 3/4 des joueuses de cette équipe résident hors de la Guinée. Alors, avec ce manque d'accompagnement, comment vous faites pour les faire venir, pour les billets d'avion, pour l'hébergement? Qui s'occupe de tout ça? C'est un peu mon rôle en tant que manager général, donc c'est un casse-tête. C'est déjà un combat et c'est vrai que c'est un combat de tous les jours de pouvoir mobiliser, rassembler. J'ai un peu le rôle d'un responsable des ressources humaines, donc mobiliser des coachs et des joueuses, que ce soit au niveau local ou international, c'est très compliqué. Aujourd'hui, malheureusement, au niveau local, on a encore du mal à mobiliser des joueuses qui soient compétitives directement. C'est-à-dire qu'on a des jeunes filles, mais des joueuses qui peuvent être en compétition internationale. Tout de suite, c'est très compliqué. Donc, on a recours à nos joueuses expatriées. Donc là, on a une cellule de recrutement à l'étranger qui nous permet de retrouver des jeunes joueuses binationaux. Et on arrive à négocier avec les clubs pour les libérer. Et ensuite, c'est beaucoup de bricolage au niveau de la fédération. On a aussi l'accompagnement de l'État qui nous permet de payer les PTA, les billets d'avion pour les faire venir. Voilà, pour les faire venir. Ensuite, on a quelques jours de regroupement pour aller en compétition. Mais je le dis, pour l'instant, c'est très compliqué. On y arrive, on bricole encore, mais il faudrait qu'on ait un réel accompagnement dans la préparation. Un vrai budget. C'est ça, voilà, on a un problème de budget. D'accord. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que vous nous avez expliqué un peu comment est-ce que vous sélectionnez et faites venir les filles, mais est-ce qu'il y a un temps d'adaptation, un temps pour ces joueuses de s'adapter à leurs coéquipières, de s'habituer à jouer ensemble, parce qu'on peut prendre des talents énormes individuellement, mais réunis au sein de l'équipe, que ça donne des résultats catastrophiques. Donc, à combien de semaines d'une compétition africaine, par exemple, vous commencez à faire appel à ces joueuses? Logiquement, on fait toujours appel aux joueuses 1 mois ou 2 mois avant. Après, nos réalités, il faut qu'on n'arrive pas à les avoir 1 mois ou 2 mois avant. Et pour préparer une compétition internationale, le minimum, je dis bien le minimum, c'est 1 mois d'entraînement et de matchs amicaux. Donc quand on arrive à une compétition, on n'a pas fait 1 mois d'entraînement et on n'a pas fait des matchs amicaux, les joueuses n'ont pas de repères. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Elles ne sont pas assez préparées. C'est ça. Et malgré tout, je respecte énormément les joueuses guinéennes parce que malgré tout, elles arrivent à faire des résultats. Dans des conditions aussi difficiles. Alors le fait pour elles de ne pas se rendre en Guinée dans ce délai d'1 mois, est-ce plutôt une faute attribuable à la fédération ou à l'équipe entière, ou une faute peut-être attribuable à leur club en Occident qui les libère pas tôt? Après, nous, on arrive, et ça c'est mon job, de pouvoir sensibiliser les clubs à libérer les joueuses. On a des règlements internationaux qui nous le permettent. Ensuite, la faute incombe évidemment à la fédération. C'est à nous aussi de trouver les moyens, c'est à nous de nous remettre en cause pour pouvoir avoir les ressources financières pour pouvoir faire venir ces joueuses en Guinée, les héberger, les mettre à l'internat et nous préparer. Et ça, c'est notre plus gros souci aujourd'hui. On n'a pas les moyens financiers, on essaye de les chercher, on espère l'accompagnement de l'État, mais l'État ne peut pas tout. Et on essaye de solliciter des partenaires privés. Voilà, pour nous accompagner. Donc de plus en plus, on a le basket féminin, il y a de l'engouement. Donc on espère que dans les années à venir, on commence à revenir sur la scène internationale. Et il faut savoir que la Guinée est entre 2 des meilleurs pays de basketball féminin. Vous avez le Mali et vous avez le Sénégal. Voilà, 2 équipes qui sont dans toutes les compétitions en demi-finale. Donc d'un côté, ça nous permet de progresser plus vite parce qu'on fait quand même partie des 10 meilleures nations de basketball en Afrique. Sur 54 pays, on a fini 10e, donc c'est pas petit. Et on espère avoir l'accompagnement nécessaire pour progresser. D'accord. Alors, Omar Sampil, avant de poursuivre sur cette discipline du basketball, nous allons passer à la toute première chronique de ce numéro. Nous en avons 4 en tout et nous laissons l'occasion à l'invité de piocher l'ordre de passage des chroniques. Alors, je t'invite à procéder et ensuite à me lire ce que tu vois. Chronique danse. Chronique danse, ok. Ne t'inquiète pas, je ne sais pas pourquoi les invités ont toujours l'impression qu'ils vont danser. Non, pas pour le moment en tout cas. Dans la chronique danse de ce numéro, nous allons à la découverte de la danse qu'on appelle Yolé.
C'est une danse qui est présentée par voilà, un jeune groupe de Jeanne Macaulay. En tout cas, vous verrez, je ne rajoute pas un mot de plus, vous verrez ce que ça donne et on vous revient juste après ça. Salut Harry, je suis Lika. Je suis la danseuse de ballet 5 de Jeanne Macaulay. Aujourd'hui, nous allons te montrer la danse Yolé, qui est dansée dans toutes les cérémonies de Basse-Guinée. Venez avec nous. Tu sais, la danse Yolé, c'est une danse traditionnelle qui vient du Basse-Guinée. Quand tu fais pas, pérebédem, pérebédem, tu fais comme ça, tu bouges les pieds en même temps. Tu danses, pam, 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 pam. Tu peux faire ça, vas-y. Pam, 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 pam. Et toi? Pam, 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 pam. Encore, deuxième pas, tu montres ta main comme ça. Tu souris en même temps. La danse, tu décomposes la danse, le pas de danse, tu danses, en même temps tu souris. Tu mets. Attends. Tu fais Vous comprenez? Vas-y. Tu montres. Tu souris, tu regardes devant. On continue. Comme ça, tu te tournes. Comme ça, tu recommences. Deuxièmement, on commence, on ramasse. Tu comprends? Tu soulèves le pied gauche en même temps, la main gauche. Vas-y, Mbalia. C'est ça, Mbalia, c'est ça. Ensemble, hein? 1, 2, 3, 4. Voilà, on recommence à 0 jusqu'ici. Alors Harry, j'espère que tu as compris la danse Yolé. Maintenant, c'est ton tour. On y va. Chorégraphie, c'est aussi une façon pour ce jeune groupe de Jeanne Macaulay de voilà, redynamiser, moderniser les danses traditionnelles guinéennes, tout en gardant quand même cet aspect purement tradition, purement coutume et tout. En tout cas, merci à ce groupe de danse pour cette démonstration. Alors Omar, nous poursuivons avec toi. Des rumeurs courent dans la ville. Des rumeurs, une polémique selon laquelle au retour de la compétition Afro-Basket Dames, les joueuses n'auraient pas reçu de prime. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas de prime prévue pour les joueuses. Oui, c'est vrai. C'est une rumeur fondée ou infondée? Ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Malheureusement, en République de Guinée aujourd'hui,
dans les statuts, il n'y a pas d'arrêté de texte de loi qui définit des primes pour les sportifs en Guinée, sauf pour le football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut signer, il faut que l'Assemblée nationale valide la loi du sport. Et aussi, il faudrait que le ministère de l'économie et le ministère des Sports fassent un arrêté interministériel pour définir des primes pour les sportifs. Cet arrêté a été fait pour le football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football, quand ils se déplacent, ils ont des primes de qualification, des primes de participation et des primes de victoire. Donc il y a un arrêté interministériel, donc un accord entre les deux ministères qui débloque des fonds pour le football. Donc il n'y a que le football qui a le droit à ça, les autres disciplines n'ont pas le droit. Donc aujourd'hui en République de Guinée, même si on gagne la Coupe d'Afrique des Nations, même si on remporte les joueuses n'auraient pas de... les Jeux Olympiques, statutairement, administrativement et légalement, les joueuses n'ont pas le droit à des primes. Et personne n'a rien entrepris pour... il n'y a pas de proposition de loi, il n'y a pas eu, je ne sais pas, de proposition de revision ou, je ne sais pas, sur le plan de la législation, la fédération n'a rien proposé justement au ministère ou à l'Assemblée nationale pour parer à ce problème, parce que pour nous, c'est choquant et c'est inadmissible que des joueuses, surtout, qui reviennent au pays, qui mouillent le maillot, qui vont représenter la nation dans les différentes compétitions africaines, reviennent bredouilles. Oui, sportivement, ils n'ont pas à gagner et aussi financièrement, c'est très compliqué. C'est compliqué, il faut payer les factures à un moment donné. Oui, donc aujourd'hui, il y a une loi il y a un projet de loi qui existe, qui a été fait par les techniciens du ministère des Sports pour justement donner cette équité, que toutes les disciplines puissent avoir des primes. Maintenant, il faudrait que la loi du sport soit votée par nos députés et il faudrait aussi que les ministres, les politiques se lèvent et aujourd'hui mettent en place cet arrêté qui permettra à toutes les disciplines sportives de République de Guinée d'avoir le droit à des primes au même titre que le football. Donc on espère que ça va arriver. Ça n'a toujours pas été fait. Les documents existent, je pense que les techniciens et les responsables des différents ministères ont travaillé dessus, mais ça n'a jamais été signé. Wow. Et c'est ça aujourd'hui le problème, et ça nous fait très mal aujourd'hui. On se bat avec nos moyens, on a plusieurs fois interpellé le ministère, et il faudrait que nous aussi, fédération, avec le mouvement sportif, on puisse se lever et se battre pour que cet arrêté soit signé et qu'il y ait cette justice en République de Guinée pour toutes les disciplines. Autant on retrouve justement, comme tu le dis, cette inaction auprès des décideurs en ce qui concerne la situation du basketball féminin ou du basketball en général et l'accompagnement à cette discipline, autant on remarque aussi une certaine inaction ou un certain laisser-aller auprès du peuple de Guinée, qui commence à de moins en moins s'impliquer ou s'intéresser à cette discipline du basketball. Cela est dû à quoi? Est-ce que de votre côté, la médiatisation est suffisamment assurée pour que lors des compétitions, vous puissiez quand même créer un certain engouement autour de la participation de la Guinée aux différentes rencontres africaines? Oui, en fait, la médiatisation, l'engouement passe par des participations à des compétitions internationales et par des résultats. On le sait très bien, aujourd'hui, si la Guinée va loin en Coupe d'Afrique des Nations, ça va recréer un engouement pour la jeunesse, ça va donner de l'espoir. Donc aujourd'hui, nous, on se sacrifie, les responsables de la fédération, le ministère, ceux qui peuvent nous accompagnent pour justement permettre à la Guinée de participer à ces compétitions. Et c'est en participant à ces compétitions que je pense, à long terme, on pourra créer cet engouement pour le basketball. Il faut savoir que le basketball féminin est le premier sport féminin en République de Guinée et que la première Coupe d'Afrique des Nations a été organisée en 1966 en République de Guinée. Oui. Et donc ça, il faut le savoir. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a moins d'engouement, mais on espère, avec cette politique de compétition, c'est-à-dire participer aux compétitions internationales, créer... Et surtout les gagner.
Oui, ou aller le plus loin possible si les gagner est utopique. C'est l'objectif. Aujourd'hui, on a un projet qui est en train de se mettre en place. On a 2 jeunes joueuses. On a recruté des jeunes joueuses binationaux. Je pense que dans les 4 ans à venir, la Guinée peut avoir des chances d'être dans les 8 meilleures nations du basketball africain. D'accord. Alors, Oumar Sampil, avec tous ces problèmes auxquels fait face cette discipline du basketball et plus précisément le basketball féminin, il faut le préciser, quelles sont les mesures à préconiser à court, moyen et long terme? Alors aujourd'hui, à court terme, l'objectif c'est de participer aux compétitions pour faire parler de nous. À moyen terme, c'est d'organiser des compétitions au niveau national et sur toute l'étendue du territoire pour recruter des jeunes joueuses. Et à long terme, c'est justement gagner des compétitions pour amener des partenaires publics et privés, je le dis bien, à nous accompagner. Donc vraiment, on est dans cette dynamique-là. C'est très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression de crier et de ne pas être entendu. Mais aujourd'hui, on sait que grâce notamment à des partenaires privés, on a vu qu'il est possible de créer de l'engouement autour du basketball. Aujourd'hui, on a des espaces de pratique en Guinée, on a un championnat qui commence à intéresser pas mal de jeunes. Et donc, il faut qu'on trouve le moyen de faire rêver cette jeunesse. Et le sport est un moyen de faire rêver cette jeunesse. Aujourd'hui, on a une doctrine, c'est rêver, oser croire. Et on pense que le basketball peut faire rêver les jeunes filles et leur créer cet engouement et cette passion. Oui, au même titre que le foot. Voilà. D'accord. Alors, Oumar, nous allons passer à la deuxième chronique de ce numéro. Je pense que tu connais la méthode. Piocher, puis me lire le nom de la chronique. Chronique culinaire. Ah, chronique culinaire pour les gourmands. Alors, je vous laisse découvrir l'astuce culinaire du jour en compagnie de notre chef cuistot. Prenez vos blocs-notes, vos stylos et surtout, bavez pas trop. À tout à l'heure. Bien appétissant tout ça. En tout cas, j'attends toujours la réponse à ma requête à la production. J'ai demandé à ce que ces plats soient réalisés sur le plateau parce que c'est une torture de nous faire voir ce délice et de ne pas pouvoir le goûter, n'est-ce pas Oumar? Oui, c'est frustrant. C'est très frustrant. Alors Oumar, pour terminer, est-ce qu'il y a des dates à retenir, des compétitions à venir pour cette équipe féminine de basketball guinéen? Oui, on est en train le championnat va redémarrer là au mois d'octobre et il y a un nouveau championnat qui démarre, c'est la deuxième partie du championnat. Au mois d'octobre, on aura un nouveau championnat et on espère qu'il y aura beaucoup plus d'équipes féminines. Au niveau aussi du basketball international, on prépare dans 2 ans la Coupe d'Afrique et on a aussi l'année prochaine le championnat d'Afrique 3 contre 3. U18 et senior. Et là aussi, on espère pouvoir mobiliser nos joueuses pour ces compétitions. Des semaines et des mois occupés, qui s'annoncent occupés pour nos jeunes joueuses. Alors,
Oumar, j'ai une question d'une abonnée qui dit ceci. Bonjour, je m'appelle Nathalie Onivogui. Je voudrais savoir comment intégrer l'équipe de basketball féminin. Ça a toujours été un rêve pour moi. Je précise que je vis à Conakry. Oui, nous on est ouverts. Pour pouvoir jouer en équipe nationale, il faut participer au championnat national de basketball. Donc s'inscrire dans un club, s'entraîner, évoluer lors des matchs du championnat national et se faire remarquer. Se faire remarquer par le staff, talent. Voilà, le staff de l'équipe nationale. Et c'est avec les résultats et les joueuses qui évoluent en championnat qu'on peut les intégrer après en équipe nationale. Merci beaucoup Oumar. Merci d'être passé sur ce plateau pour éclairer notre lanterne sur cette discipline au sujet de laquelle quand même il y avait quelques inquiétudes, quelques questionnements et je vous souhaite à vous, à la fédération et à l'équipe les meilleures réussites parce qu'aujourd'hui il faut qu'au même titre que le football, le basketball guinéen et surtout le basketball féminin, solidarité féminine oblige, puisse briller parmi les nations de ces compétitions africaines. Merci Oumar. Merci à vous. Alors, on marque un temps de pause et on vous revient juste après ça. Bougez surtout pas. Désormais, chez Celcom, recevez 5 fois plus sur toutes vos recharges. Quoi? De quoi parles-tu? Vous avez bien entendu. Et de ce pas, je m'en vais vite recharger Celcom. Femme, attends, avant de recharger, s'il te plaît, compose étoile 601 dièse OK pour être sur le bon plan des bonus. Celcom, c'est fou, hein? Alors, et vous, vous n'êtes pas encore abonné Celcom? Vous attendez quoi? Rejoignez le mouvement, rejoignez Celcom. Celcom, le numéro 1, c'est vous. Besoin de se rafraîchir? Envie de fruits? Le mélange parfait. Un max de fruits. Pour un max de saveur. Rani. La boisson au jus, avec de vrais morceaux de fruits dedans. Disponible en plusieurs saveurs. Rani est un produit de la grande famille Coca-Cola. Les mutilations génitales féminines, autrement appelées excisions, constituent des pratiques traditionnelles profondément ancrées dans les us et coutumes des sociétés africaines en général, mais aussi guinéennes en particulier. Elle reste aujourd'hui l'une des formes de violence les plus extrêmes commises à l'égard de nos jeunes filles. Nous pouvons voir un peu partout de nos jours des campagnes de sensibilisation, des programmes et projets de différentes ONG, des associations, mais aussi des ministères tels que le ministère de la Santé, le ministère de l'Action sociale, en vue d'enrayer. Cependant, force est de constater que la lutte contre l'excision échoue depuis 40 ans en Guinée. Et que des victimes continuent de subir les conséquences physiques mais aussi mentales dues justement aux problèmes de santé liés à cette pratique. Nous allons vous présenter un reportage sur la situation guinéenne en ce qui concerne l'excision et on vous revient juste après. Malgré une série d'engagements internationaux et des efforts continus pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, l'excision en Guinée se pratique toujours à grande échelle. À Bessia, en des quartiers huppés de Conakry, elle se fait même au grand jour. Kabin sa gaiti folo kabin ya funu suli mama kenara mu fanna mama keto kabi won bemba bembe wonna nanan kui abar fin namu inanna pe ga fa fala to gaita muti malima ba hayimu ya bara mini gaina gati wonna ba ko mbor ga gaina mutalima mu fa wonnu fote kede mar won mana son kede mar won ma diplôme kede mar fote dan ga wali naki gayi mutima wonna lu ne yira won ga de won ga gaiti gaina gati nyama ga bila bore ga gaita mutina to wonno mbor na fa ma fe alima gidano ngame luma du tunne bor ma wobo. Pendant les grandes vacances, les filles dont l'âge varie entre 5 et 10 ans sont soumises à l'excision. Une pratique qui, malgré sa fréquence, revêt des conséquences négatives sur la santé des femmes. Au cours de l'excision, on peut avoir comme conséquence néfaste pour la femme l'hémorragie. Quand il y a une hémorragie, c'est une
des complications qui peuvent tuer facilement la petite fille. Après l'hémorragie, il y a une infection. On peut voir les femmes avec des infections qui peuvent aller jusqu'au moment où la femme devient adulte. Parce que quand il y a une infection qui remonte, ça peut entraîner d'autres conséquences chez la femme pour ses maternités. Tardivement, ça peut entraîner d'abord la frigidité, qui veut dire que la femme a peur d'avoir des contacts sexuels. Ça peut entraîner de stérilité. Ça peut entraîner une diminution de la sensibilité chez la femme. On ne doit ni moderniser ni encourager. Il faut arrêter. Au point de vue religieux, rien ne montre qu'on doit mutiler la femme. Les gens pensent que c'est dû aux coutumes et autres là, mais il ne faut pas dire que ce que tu as vu avec tes parents, c'est ce que tu dois continuer à faire. Si c'est bon, tu continues, mais si ce n'est pas bon, tu abandonnes. Les mutilations génitales perçues par la communauté internationale comme un crime abominable contre la jeune fille restent et demeurent pour celles qui les pratiquent un des piliers de la tradition africaine. De ce fait, elles continuent à se perpétuer dans les villages et même dans les grandes villes. Reste à savoir si, avec des sensibilisations incessantes, les ONG arriveront à bout de cette résistance. De retour donc sur ce plateau, alors nous enchaînons avec notre prochaine invitée. Il s'agit bien sûr de Binta Diallo, activiste militante contre ce fléau de l'excision des mutilations génitales féminines en Guinée. Binta Diallo sur ce plateau. Bonjour Binta, bonjour bienvenue sur ce plateau du Harry Show. C'est un véritable plaisir pour moi de t'avoir ici. Alors Binta, tu t'es investie dans cette lutte qui est celle contre l'excision. Tu rejoins ainsi le mouvement de toutes ces campagnes de sensibilisation, de ces campagnes de moralisation sur ce fléau. Quelle était ta motivation principale? Déjà le fait que la petite fille guinéenne, elle n'est pas consciente de la gravité de l'excision. Moi, je me souviens, j'ai commencé ce combat, pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai vu ma cousine qui pleurait. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Elle dit que ses copines ne veulent pas jouer avec elle parce qu'elle n'a pas encore été excisée. Donc même les petites filles sont pressées de passer par cette étape-là parce que pour elles se disent qu'elles vont devenir femmes de cette manière-là. Et ça, c'était à Conakry ici. Hein. Cette cousine, est-ce que par la suite, tu as eu vent des conséquences de cette mutilation sur sa vie, sur son physique, sur sa santé? Déjà, il faut savoir qu'en Guinée, on pratique plutôt l'excision qui est médicalisée. C'est-à-dire que ça se fait à l'hôpital ou avec une infirmière qui s'y connaît, entre guillemets. La personne reçoit une anesthésie locale et elle est mutilée, mais c'est vraiment une partie qui est retirée. Alors que quand on compare à la Somalie, là c'est au couteau, on retire l'organe entièrement, donc c'est pas pareil. Donc ça fait qu'en Guinée quand même, les femmes, pour la plupart, elles n'ont pas trop de conséquences graves par rapport à cette pratique-là que dans d'autres pays comme Somalie ou Mali. D'accord. Alors par rapport à cette implication que tu as sur le terrain, quelles sont les actions que tu as menées non seulement sur la toile, puisque tu es très présente sur la toile, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain? Donc déjà, moi, mon combat il est beaucoup plus axé vers la France. Donc en 2016, j'ai lancé une pétition en ligne avec une amie, Anita Traoré. Et dans cette pétition, je demandais à la ministre de l'Éducation de l'époque d'inclure en fait la thématique de l'excision dans les cours d'éducation civique, pour que les jeunes enfants sachent que dans le monde, il y a des petites filles qui sont mutilées parce qu'elles sont femmes, et aussi pour sensibiliser la jeunesse issue de l'immigration à cette pratique-là. D'accord. Alors Binta, comme tu peux le savoir aujourd'hui, nous avons de multiples campagnes de sensibilisation, des efforts, des engagements nationaux et internationaux, notamment des ministères de la Santé, des ministères de l'Action sociale, des ONG, des associations et des militantes comme toi. Pourtant cette pratique résiste à tous ces efforts, à toutes ces sanctions. À ton avis, qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui peut expliquer que l'excision
persiste encore en Guinée après 40 ans de lutte quand même. Comme j'ai dit à Raymond, c'est vraiment tourné vers la France parce qu'en Guinée, en fait, je me sens impuissante. En Guinée, c'est que même les femmes même les intellectuels de ce pays, se battent pour l'excision. Comment est-ce qu'on peut faire une campagne en plein Conakry, des campagnes pour dénoncer l'excision, des campagnes qui sont quand même financées à 3 millions de dollars, où on voit une dame avec une petite fille. Non, la fille ne sera pas excisée. C'est trop beau. Là, on n'en est pas à ce stade-là. C'est des campagnes qui ne sont pas pertinentes. Elles sont adressées à un public qui n'est pas... qui ne comprend pas le message. Pour la plupart, c'est des femmes qui ne savent pas lire. Et là, pour le coup, on met une femme, une petite fille. Qu'est-ce que ça veut dire ? En Guinée, on a atteint un stade où là, il faut vraiment faire des campagnes de proximité. Aller chez les familles avec des photos d'organes mutilés, dire voilà, quand on excise, il se passe ça. La fille, elle risque ça. La femme risque ça au moment de l'accouchement. Là, on n'est plus dans le sens de faire des campagnes, des spots publicitaires. On n'en est pas là, ça ne marche pas. Il faut procéder là, c'est la manière cas par cas. Campagne de proximité et sanctions. Et sanctions. Et justement, par rapport je sais que tu n'es pas familière aux lois guinéennes, mais est-ce qu'il y a un document, un traité international ou une convention internationale qui vient sanctionner cette pratique de mutilation génitale féminine? L'excision est sanctionnée en Guinée depuis 2005. Mais est-ce qu'il y a eu des condamnations? Est-ce que des victimes ont porté plainte contre leur maman ou leur papa parce qu'elles ont été excisées? Ça ne se fera pas. Donc là, on voit encore qu'il y a une loi, mais pour moi, elle est là vraiment pour décorer. Elle ne sert pas à grand-chose parce qu'elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas applicable parce que les victimes ne porteront pas plainte contre leur famille, parce qu'elles ont subi ça. Pour sortir un peu de ce cadre de pessimisme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'excision tient tête à toutes ces campagnes, mais ces campagnes de dénonciation ont permis d'avoir quelques résultats sur le terrain. Vous pouvez nous parler de ces résultats? J'en connais pas, Harry. Personnellement, je pense pas. En fait, le problème de la Guinée, c'est que les victimes ne se positionnent pas en tant que victimes. Pour elles, c'est un passage. Ça fait un peu mal, mais après, ça ira. Je suis femme. Vous voyez? Donc, si la victime ne se positionne pas en tant que victime, comment voulez-vous qu'elle pense qu'il y a un problème quelque part? Donc, au fil de ces années, malgré tout ce que vous faites, malgré les vidéos de sensibilisation qu'on peut voir, il n'y a pas de réduction du taux. Il y a un problème culturel en fait, c'est ancré dans les mentalités. Wow. Et il faut commencer par là, c'est-à-dire qu'il faut... là en fait, c'est que c'est même pas des personnes, on peut dire « Ah, mais il est villageois, il connaît pas ». Non, c'est que c'est des intellectuels, des femmes qui ont étudié, comme toi et moi, qui vont dire « Non, l'excision, moi j'ai pas mal vécu ça ». Mais quel est l'argument qu'ils avancent pour continuer à s'agripper? La purification. En fait, pour eux, une fille qui est excisée, c'est une fille qui va bien se comporter, qui va rester vierge jusqu'au mariage. Si tu veux... que ta fille se préserve, tu peux lui expliquer les dangers d'une relation non protégée, etc. Après, et chacun la pudeur. Voilà, chacun ses principes, mais mutiler, ça ne préserve en rien, et ça, pour le coup, ça ne sert. Et parmi ces conséquences que l'excision peut justement causer, autant conséquences physiques que conséquences mentales ou psychologiques, peux-tu nous en citer quelques-unes? Oui, déjà par rapport au physique, c'est que lorsque c'est mal fait, c'est toujours mal fait bien évidemment, déjà la cicatrisation est très difficile. Ensuite, la fille, lorsqu'elle devient femme, elle aura des problèmes au niveau de la procréation, elle aura des problèmes de fausse couche, et même parfois au niveau de l'accouchement, le bébé ne passe pas parce que l'organe est trop resserré. Donc on a même des images, ici même en Guinée, de fœtus qui sont bloqués en fait au moment de l'accouchement. Ces images-là existent et c'est ces images-là que les gens doivent voir pour comprendre la gravité de l'excision. Récemment, on a entendu parler d'un cas d'une jeune dame qui avait été justement excisée avec l'ablation complète du clitoris. C'était pas... Non, de toi, moi, j'ai regardé la première partie du reportage, j'ai pas pu continuer. C'est de l'ablation, c'est un crime. Non, c'est un crime. En fait, il faudrait que la loi se durcisse et que, comme tu l'as dit, qu'on commence vraiment à pénaliser, à sanctionner avec la plus grande rigueur. Et vraiment que les forces de l'ordre soient du côté de... c'est qu'un policier, lorsqu'une fille va se faire exciser, on l'appelle, il peut bloquer. Il faut que même les policiers même soient formés en fait à ces... Oui, à reconnaître aussi, parce que des fois ça se passe littéralement sous notre nez, ici à Conakry, dans la capitale de la Guinée. Binta, est-ce que honnêtement, tu peux être optimiste et tu peux répondre à cette question de savoir est-ce que l'excision pourrait être enrayée en Guinée ou c'est une réalité qui est encore
très difficile à enrayer? Bon, déjà, j'ai parlé du point de vue en tant que Française. En tant que Française, je pense que les filles issues de l'immigration subiront de moins en moins l'excision dans les années à venir. Mais après, le cas de la Guinée, honnêtement, je ne suis pas du tout optimiste. Parce que comme je dis, dans un désert. Tant que les victimes ne se positionneront pas en victimes, ça ne sert strictement à rien de faire des campagnes qui sont même pas pertinentes. Et surtout qu'elles soient prêtes à témoigner. Déjà, qu'elle soit prête à témoigner, parce qu'on peut le dire sur ce plateau, on était supposé recevoir une victime qui nous a contactés, qui était prête à venir témoigner de son histoire, de ce qui s'est passé dans sa vie. La matrone lui a complètement retiré son organe, le clitoris. Donc à la dernière minute, sur ce plateau, elle nous a fait savoir qu'elle ne pouvait pas venir. Nous avons donc compris que derrière, il y avait des pressions, une pression familiale et peut-être elle-même une pression psychologique qui l'a retenue à la dernière minute. En tout cas, on espère que dans un futur proche, ces victimes soient prêtes à sortir de l'ombre et à témoigner. Parce qu'avant tout, c'est elles qui peuvent enrayer ce fléau de ce pays. Alors Binta, nous n'allons pas te laisser partir comme ça. Je t'invite à piocher dans le pot pour savoir quelle est la chronique qui suit. Alors, donc c'est la chronique Astuces, mode et beauté. Astuces, mode et beauté. Alors à l'astuce mode et beauté d'aujourd'hui, nous avons rencontré Madame Rougibari qui nous file quelques petites astuces en make-up, surtout sur comment faire ces eyebrows, comme on les appelle, ces sourcils. On remarque un peu partout dans la ville certaines personnes qui ont des sourcils en équerre, en carré ou en rectangle. Voilà, j'espère que ces astuces vous aideront. On suit ça et on vous revient juste après. Bonjour Harry, bonjour chers téléspectateurs. Je m'appelle Rougibari, je suis gérante de l'Institut Gia Forever Makeup Artist et aujourd'hui j'aimerais vous montrer une nouvelle astuce, comment dessiner des sourcils classiques. Pour dessiner un sourcil classique, il faut d'abord connaître les 4 parties du sourcil. Nous avons la tête, le corps, l'arc et la queue. Et pour dessiner un sourcil, il faut toujours commencer de l'arc en descendant vers la queue. Ainsi, avec une crème, un crayon à sourcils ou même un fard à paupières mais de la même couleur que ses cheveux, que sa carnation ou le sourcil lui-même, je brosse d'abord mes sourcils pour bien donner une forme. Et avec mon gel Anastasia Beverly Hills et mon pinceau de chez Makeup Forever, je prends un peu de produit et je commence par l'arc. Je fais de telle sorte que la queue ne soit pas plus basse que la tête. Donc, quand je dessine de l'arc vers la queue, je remplis les parties vides. Je remplis de l'arc en remontant vers le corps. Après avoir rempli les parties vides, il me restera un tout petit peu de produit de la crème Anastasia Style sur mon pinceau et avec la partie biseautée, je viens faire des petits traits de haut en bas pour refermer la tête de mon sourcil et je fais la même action de mon sourcil gauche vers mon sourcil droit. Je n'augmente pas le produit parce que je ne voudrais pas qu'il y ait beaucoup de produit devant la tête. Il faut que la tête elle soit vide, le corps bien rempli, l'arc bien dessiné et la queue bien fine. Je m'assure que mes 2 sourcils ont la même taille et aussi toujours faire attention parce que pour avoir un sourcil au même niveau, il faudra qu'il y ait la largeur d'un œil entre les 2 sourcils. Donc je m'assure que les sourcils sont bien proportionnels. Et après, je prends mon concealer de la même carnation que mon modèle.
Je vais mettre dans la plaque là parce que je ne veux pas me salir. Et avec un petit pinceau biseauté, et avec ce pinceau, je vais nettoyer mon sourcil pour donner une ligne plus propre et redéfinir mieux mon sourcil. Avec mon blender, je tapote pour estomper le concealer. Je prends le même processus par là. Avec un autre concealer plus clair que sa carnation. J'estompe très bien pour ne pas qu'il y ait des démarcations. Parce qu'elle a un visage ovale. Le sourcil se fait aussi en fonction de l'anatomie du visage. Parce que nous avons des visages ronds, des visages ovales, qui est surtout le meilleur des visages pour maquiller. Donc avec mon goupillon, je brosse les sourcils. Il faut que la queue soit bien pointue et très bien dessinée. Voilà, mon sourcil. Donc vous voyez, la tête n'est pas bien remplie. Évitez surtout de mettre beaucoup de produits au niveau de la tête. Et à partir du corps, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez. Et au niveau de l'arc, vous donnez une forme arquée, comme le dit son nom bien sûr. Et on redéfinit bien la queue, mais plus fin, bien dessinée. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris notre astuce, comment dessiner vite fait soi-même son sourcil à la maison. Donc faites-le, essayez. C'est pas sorcier, j'en suis sûre que vous pourrez le faire. Donc je vous attends chez Guia Forever Makeup Artist au pont 8 novembre, Cinéma Liberté, à côté du MLS. Au revoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau, d'avoir répondu présent et on t'encourage dans ta lutte. Et on aimerait quand même que tu t'impliques un peu plus aussi dans la lutte guinéenne. Lorsque j'aurai trouvé un bon angle, une bonne approche, bien évidemment, je voudrais m'impliquer. Maintenant que tu es à Conakry, tu vis à Conakry, exactement. Tu t'es installée ici, donc de t'entourer aussi d'autres jeunes femmes comme toi qui voudraient bien sûr se lancer dans la même voie que toi. En tout cas, nos vœux pour toi sont les meilleurs. Nous allons passer à la toute dernière chronique qui est la chronique question de société. Alors la chronique de question de société est la suivante. Quelle est la priorité des priorités en Guinée parmi les suivants? 1. L'éducation. 2. La santé. 3. L'électricité. 4. L'eau. 5. L'industrie. 6. L'agriculture. 7. Autres et proposés. Nous suivons ces quelques interventions et vous revenons juste après. J'ai choisi l'éducation parce que l'éducation forme les cadres de demain. Et pour avoir les cadres valables de demain, il faut que les enfants eux-mêmes soient formés. Et pour qu'ils soient bien formés, il faut que les formateurs soient bien formés pour qu'ils soient compétents. La priorité en Guinée, c'est l'eau. Parce qu'on ne peut pas préparer à l'insu de l'eau, on ne peut pas vivre à l'insu de l'eau. Quand il n'y a pas l'eau, vraiment, la santé ne peut pas être fiable. La priorité des priorités en Guinée, c'est l'éducation, selon moi. Parce que c'est l'éducation d'abord avant tout. Quand on parle ici des infrastructures routières ici, ou la santé, ou l'agriculture d'abord, on a besoin d'avoir l'éducation. Si les gens sont bien formés ici, donc les autres ici peuvent être ici dans les normes. Moi, j'ai choisi le courant. Pourquoi on choisit le courant? S'il y a le courant, tout le monde, chacun va débrouiller comment il veut. Aujourd'hui, la situation de la Guinée dans l'ensemble, ça ne va pas dans tous les secteurs.
Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est le système éducatif guinéen. Parce que qui parle de développement dans un pays, il faut investir dans l'éducation. Si on n'investit pas dans l'éducation, il ne faut pas s'attendre à grand chose, même si vous avez des ressources naturelles. C'est les ressources humaines qui transforment ces ressources naturelles-là en produits finis. Tu peux commencer par l'agriculture et tu termineras par l'agriculture. Si tu veux un développement. La base d'un développement, c'est l'éducation. Quand tu as une bonne éducation dans un pays, une bonne base, il y aura la bonne santé, le bon médecin, les bons avocats, les bons agriculteurs. Partout, tous les secteurs sera développé. Waouh, les avis sont divergents, c'est évident. Le pays va mal. Alors Binta, si je te repose la question, parmi ces priorités, quelle est la priorité pour notre pays? Je pense que tout est prioritaire, mais je vais axer sur l'éducation. Sur l'éducation, pourquoi? La jeunesse de demain, si on n'est pas éduqué, c'est la base. On aura beau développer d'autres secteurs, ça ne servira strictement à rien. Ça ne servira strictement à rien, c'est la base de tout. Tout vient de là. Voilà ce sur quoi cette émission se termine aujourd'hui. Et oui, c'est déjà fini, mais on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du Harry Show. Quant à moi, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau en compagnie de mes invités. Je vous dis à la prochaine sur 6 TV, la panafricaine du sport et de la culture. Merci.